Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette émission. Dans l'actualité de cette semaine, le groupe Egis signe un partenariat avec l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Le monde de l'entreprise se rapproche du milieu universitaire. Nous verrons le bilan touristique de cet été dans les Yvelines. Les jardins de Cocagne à Manille-les-Hameaux font appel au financement participatif. L'entreprise de la semaine, c'est Fiboats. Située à Voisins-le-Bretonneux, elle fait partie des lauréats du prix Paris-Saclay Invest. Enfin, zoom sur un métier, celui d'artisan boucher, un secteur qui recrute. Et puis nous parlerons de la rentrée économique et de l'université du MEDEF qui a eu lieu à Jouy en Josas. Nous retrouverons Bertrand Decré, vous êtes le président du MEDEF des Yvelines. Bonjour. Nous reviendrons avec vous sur la situation économique actuelle, mais avant cela, place aux informations économiques de la semaine. La conception de la prochaine Blue Car 3 places se fera au technocentre de Renault situé à Guyancourt. La Blue Car, c'est la voiture électrique utilisée pour le concept d'autopartage, louée dans le cadre d'Autolib à Paris. Les groupes Renault et Bolloré ont entériné mardi dernier un partenariat concernant ces véhicules électriques. Le modèle sera ensuite produit à Dieppe dès le second semestre 2015. Il est prévu également la création d'une coentreprise détenue à 70% par Bolloré et à 30% par Renault dans l'autopartage. Pour rappel, le système d'Autolib a été lancé fin 2011. Il exploite aujourd'hui plus de 2500 Blue Cars et plus de 5000 points de recharge à Paris. Et en banlieue parisienne, l'objectif du groupe Bolloré est de disposer de 3000 véhicules en circulation fin 2014, puis 4000 en 2015. Un partenariat a été signé aujourd'hui entre le groupe Egis et l'université de Saint-Quentin en Yvelines. L'objectif est de rapprocher ces deux entités et de faciliter les contacts. L'accord cadre qui a été signé avec le département universitaire de droit juridique prévoit la mise en place de conférences pour les étudiants. Une politique d'accueil des doctorants va également être menée et des stages de fin d'études seront proposés aux étudiants de Master 2. Ce sont des étudiants à qui on aura montré concrètement le monde de l'entreprise et puis ils nous aideront à traiter nos problèmes juridiques et on espère que ils seront intéressés à poursuivre une carrière chez nous ou ailleurs à proximité d'ingénieurs, donc de métiers techniques et que la technique et le droit se rencontrent bien. Il y a un point très important qui est le développement de ce que nous appelons les conventions CIFRE, qui sont des bourses de doctorat et qui permettent aux étudiants de faire ce qu'on appelle des thèses professionnelles, c'est-à-dire de faire une thèse pour devenir docteur de l'université et en même temps de faire cette thèse en entreprise avec un financement de l'entreprise dans l'objectif de servir au mieux les intérêts de l'entreprise. L'été 2014, jugé plutôt morose par les professionnels du tourisme. En Ile-de-France, le bilan économique des activités touristiques est mitigé. On note une baisse de 1% de la fréquentation du Grand Paris et de ses alentours. Alors, entre crise économique et météo capricieuse, quelles ont été les conséquences pour le secteur du tourisme dans les Yvelines ? Pas de traitement de faveur dans les Yvelines, les professionnels du tourisme ont, comme partout en France, subi les aléas de la météo. Au mois de juillet, 57% jugeaient bonne leur activité. Il n'était plus que 30% au mois d'août. Les activités de plein air ont été les premières touchées, comme le zoo de Thoiry, pourtant troisième site touristique d'Île-de-France. On a perdu 6 ou 7% à Thoiry cette année du fait de la météo, en juillet et en août. Globalement, il y a un palier cette année, voire une petite baisse cette année. Même constat à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Avec seulement 17 000 entrées enregistrées pour la piscine à vagues, c'est 50% d'entrées en moins qu'en 2013 sur le mois de juillet et août. Juillet et août, c'est 58 jours. On est à la moitié de moins que l'année dernière sur ces 2 mois. Sur les entrées du parc. On est à peu près à un petit peu moins aujourd'hui, mais il faut qu'on affine ces chiffres. On est un peu moins de 400 000 visiteurs depuis le début de l'année. À savoir que l'année dernière, au même moment, on était à 420. Cet été, les sites indoor et les musées ont été privilégiés. Au mois de juillet, 800 000 touristes ont visité le château de Versailles et le Trianon. Avec une clientèle surtout étrangère, le domaine a logiquement vu sa fréquentation augmenter de 2%. La clientèle d'affaires reste une valeur sûre pour l'hôtellerie yvelinoise, habituellement moins sollicitée en période estivale, si elle n'a pas subi de baisse globale par rapport à l'année dernière, avec un taux d'occupation de 70% au mois de juin, 67% en juillet et 57% en août. Certaines catégories d'hôtels rencontrent des difficultés.
Sur l'aspect hôtellerie, on assiste à des difficultés pour les 4 étoiles, puisqu'il n'y a plus de séminaires qui se mettent en place, tout est fermé au mois d'août. Donc là, les 4 étoiles ont subi de plein fouet la crise. La saison n'est pas encore finie, les professionnels ne sont pas inquiets. Depuis 4 ans, la fréquentation ne cesse d'augmenter sur les sites touristiques et de loisirs dans les Yvelines. À Magny-les-Hameaux, l'association des jardins de Cocagne voit ses subventions diminuer. Elle a décidé de faire appel au site internet KissKissBankBank, cette plateforme de financement participatif qui aide les particuliers à collecter des fonds pour réaliser des projets. L'objectif, récolter assez d'argent pour acheter du matériel et continuer à cultiver dans de bonnes conditions. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Donc ça, par exemple, c'est vraiment une ancienne moteuse. Bon, elle n'est pas en état de fonctionner. Avoir une nouvelle moteuse, une nécessité pour le jardin de Cocagne. En pleine saison, il faut par exemple 10 000 mottes de mâches pour fournir les paniers de légumes vendus chaque mois par l'association d'insertion. Sans l'aide du Conseil général, les subventions ont diminué de 20%, soit 60 000 € en moins. Dans ces conditions, difficile de racheter du matériel. Ça va être beaucoup plus difficile à faire. Parce que, en fait, quand les mottes sortent, elles sont déjà prêtes, on n'a plus qu'à semer. Donc sans la moteuse, honnêtement, je ne sais pas comment. Pour pallier cette difficulté, l'association a décidé de faire appel au site internet de financement participatif KissKissBankBank, habituellement destiné à financer des projets culturels, des documentaires ou aider des start-up. Ce recours est inhabituel pour l'association, mais nécessaire. Les aides de l'État diminuent fortement et donc on a beaucoup de mal aujourd'hui à monter des dossiers, même de subventions privées. Donc c'est une nouvelle méthode qui est aujourd'hui très à la mode, le financement participatif, et cela permet d'avoir des fonds autrement et de nous faire connaître aussi. Actuellement, on est en stand-by complet pour faire nos petites mottes qui font nos plans à plus tard. Donc c'est une période assez creuse actuellement, donc ça va, c'est tant mieux. Par contre, à partir du mois d'octobre, il faudra absolument qu'on recommence les mottes. Le jardin de Magny-les-Hameaux espère obtenir les 5 000 € nécessaires à l'achat de sa nouvelle moteuse. Pour l'instant, le projet a rassemblé plus de 1 500 €. Il prendra fin dans 40 jours, date des premières plantations de la saison. L'entretien de cette semaine porte sur la rentrée économique. Bertrand Decré, bonjour et merci d'être venu sur notre plateau. Alors vous êtes le président du MEDEF des Yvelines, je le rappelle. Alors pour commencer, qu'avez-vous pensé du message fort adressé par le Premier ministre Manuel Valls aux chefs d'entreprise et que cela signifie-t-il? Alors je le rappelle, c'était fin août à l'université du MEDEF à Jouy-en-Josas. Quand un Premier ministre de la France nous dit « j'aime l'entreprise », eux ne l'ont pas boudé notre plaisir. Donc c'est clair, il est clair que c'est un message très positif qui marque non pas un tournant parce qu'il est dans la droite file du discours du président de la République de janvier, qui lui met la droite file de la lettre de Pierre Gattaz faite au président en novembre 2013. Qu'en ai-je pensé? Clairement, ce sont des mots, mais je préfère entendre ces mots-là que d'autres plus agressifs. Moi, quand on me dit « je vous aime », j'ai tendance à vouloir y croire. Bien entendu, il faudra des actes, et je suis de ceux qui veulent y croire. Je ne suis pas naïf, mais je vous le dis, je suis optimiste et je veux y croire. Alors une des mesures phares du gouvernement est le CICE. Pierre Gattaz, le président à la tête du MEDEF, s'est dit plutôt satisfait donc, de ce crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. 2 ans après son annonce, pensez-vous que cela puisse réellement aider les entreprises en difficulté et est-ce que vous-même, vous en avez bénéficié? Alors, sur la première question, est-ce que ça peut aider? Oui. Toutes les baisses de charges des entreprises aideront les entreprises, puisque c'est de l'argent qu'ils ne dépensent pas dans des charges, c'est de l'argent qu'ils ont à avoir de disponible, soit pour de l'emploi, soit pour de l'investissement. Donc c'est une bonne mesure. Et toutes les mesures qui contribueront à faire baisser nos charges sont des bonnes mesures. La deuxième question, c'était à titre personnel, dans mon entreprise, effectivement, le CICE, j'en ai touché, enfin je vais en toucher, parce que c'est un crédit d'impôt. Et très clairement, alors est-ce que c'est ce qui m'a décidé à investir? J'ai fait un investissement important. L'aurais-je fait sans cela? Peut-être pas. C'est pas ce qui a
décidé réellement, mais c'est ce qui m'a incité à le faire. Vous voyez, et je pense que nous sommes nombreux en tant que chefs d'entreprise qui hésitions, parce que face à la morosité du climat, face à la certitude que nous avons, quelquefois nous hésitons. Et le CICE est certainement un facteur d'aide. Donc c'est une mesure très positive. Il a été également question du pacte de responsabilité et de solidarité qui vise à abaisser le coût du travail en France. Il a été bien accueilli par les chefs d'entreprise, moins par les syndicats. En quoi cela peut-il aider à dynamiser l'économie du département ? Bien, alors, du département, je viens du territoire français dans son ensemble. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, plus nos entreprises ont de charges, moins elles ont de ressources disponibles, ce que je vous disais. Nous réclamons un alignement sur la fiscalité européenne, c'est tout simplement ce que nous demandons. Le pacte de solidarité, c'est quoi? C'est d'arriver à faire quelque chose de gagnant-gagnant. Gagnant, l'entreprise qui va voir ses charges baisser, va pouvoir investir cet argent, créer des emplois, et ce sera gagnant-gagnant. Il faut sortir du dogme. Ce que je vous disais, aujourd'hui, j'entends quelquefois, alors dans la bouche de syndicats, dans la bouche quelquefois de journalistes, on parle de cadeaux faits au patron. Un cadeau fait à l'entreprise, c'est un cadeau fait au patron. Mais c'est une ineptie. Un cadeau fait à l'entreprise, c'est un cadeau fait à la collectivité. En France, et notre rapport n'y échappe pas, 94 ou 96% des entreprises ont moins de 10 salariés. Elles ont souvent été créées par d'anciens salariés. Et les hommes et les femmes qui sont à leur tête n'ont qu'une envie, c'est développer leur entreprise. On est là on a des projets qu'on fait participer à nos salariés, qu'on veut développer, et tout ce qui nous permet d'avoir tous les moyens que nous pourrons investir dans le développement, nous le ferons. Donc c'est positif pour tout le monde. Quelles sont, selon vous, les préoccupations des chefs d'entreprise de notre département ? De notre département et je dirais français, leur préoccupation, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit voir loin, qui doit prendre des décisions qui auront des impacts pour demain, dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc, nous avons besoin de confiance et de stabilité. C'est aussi ce que prêche le MEDEF, par la bouche de Pierre Gattaz, c'est de grâce, messieurs les politiques, donnez-nous un environnement législatif et fiscal stable. Vous comprenez, quand on prévoit un investissement lourd qui n'aura une entreprise que sur plusieurs années, si on change tout le système entre-temps qu'on détricote, on peut arriver complètement à l'inverse de ce qu'on voulait au départ. Donc les gens d'entreprise, ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité. Ce qu'ils veulent, la stabilité en termes fiscal, social, législatif. Très bien. Eh bien, tout de suite, nous allons passer à la question de la semaine. On a déjà aujourd'hui suffisamment de cassures entre les différents milieux sociaux français pour ne pas en rajouter. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La situation n'est pas facile. Bon, je ne suis pas d'accord, mais comment faire autrement? Rien de bon, c'est déjà horriblement cher, donc encore un retrait dans la caisse. C'est associé à tellement d'autres mesures qui vont dans un sens différent. Je ne peux pas comprendre qu'on la fasse maintenant. Il fallait la faire à l'époque où Sarkozy l'avait décidé. C'est toujours une très mauvaise idée. La TVA, tout le monde la paye et c'est quelque chose qui est très juste parce que tout le monde la paye, mais en même temps ça pénalise beaucoup les gens qui sont à faible ressources et les autres aussi d'ailleurs. Alors justement sur cette question de la TVA, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça rapidement? C'est un sujet très compliqué parce que nous sommes en crise. On a un État dont on sait dont les caisses sont quasiment vides, il faut les remplir. Je disais tout à l'heure que les entreprises sont à un taux de saturation au niveau de leurs charges, donc leur remettre une couche, il faut plus en enlever qu'en remettre. Maintenant, il faut de l'argent. Alors la TVA pourrait sembler, plus je dis bien pourrait sembler une bonne idée au sens où elle a l'air juste en pesant sur l'ensemble de la population. Toutefois, une des intervenantes le disait, recharger et baisser le pouvoir d'achat des populations les plus faibles n'est pas forcément une très bonne idée. Donc, c'est vrai que je serais très circonspect entre bien ou mal. Alors, peut-être un ajustement et peut-être pas forcément toute la TVA. Je pense sur les produits de nécessité, les produits alimentaires, ne pas toucher au TVA. Pourquoi pas la mettre sur certains autres produits? Mais bon, c'est une question qui appelle beaucoup de réflexion.
C'est une question effectivement qui mérite réflexion. Eh bien, au revoir, Monsieur Bertrand Decré. Au revoir. Et merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine concerne le chômage dans les Yvelines. 6,6, c'est le pourcentage de personnes qui viennent s'ajouter aux demandeurs d'emploi dans le département, toutes catégories confondues. Selon Pôle emploi, 85 060 demandeurs d'emploi étaient recensés en juin 2014. Ils sont aujourd'hui 85 560. On constate donc une hausse de 6,6% en un an. En comparaison, l'Île-de-France a également enregistré une hausse sur ce chiffre, 6,5% pour la même période. Fybots est une jeune micro-entreprise située à Voisins-le-Bretonneux. Elle est spécialisée dans les solutions robotiques pour le nettoyage industriel. Alors, elle a été sélectionnée parmi les lauréats 2014 pour le prix Paris-Saclay Invest qui récompense les jeunes entreprises. Car même pour des secteurs pourtant dynamiques et novateurs comme la robotique, les premiers pas ne sont pas si faciles. William L. et Romain Ruspini. Il est leur centre d'attention depuis 4 ans. Le FyProBot est un robot destiné à nettoyer des surfaces de 15 000 à 30 000 m². Si son homologue domestique est bien connu du grand public, il existe peu d'offres à destination des professionnels. Donc là, il est dans un mode où il essaye de suivre le mur au plus proche, de façon à bien nettoyer le bas des palettes. Ce sont des parties où les poussières s'accumulent. Et on n'a rien à faire, il se débrouille absolument tout seul. À l'origine de cette aventure, 2 ingénieurs installés à Voisins-le-Bretonneux, Bertrand Ménérou et Johan Desvulder. Ils se sont rencontrés il y a 18 ans lors de leurs études à Centrale Marseille. Passionnés par les robots, ils ont ensemble participé chaque année à la Coupe de France de robotique avant de se lancer. Et l'aventure est risquée, une entreprise sur 2 ne survit pas plus de 5 ans après sa création. S'il y a des points bloquants, il faut les remonter. Et qu'on puisse même se réunir, voir comment on peut débloquer la situation et qu'on ne reste pas chacun dans notre coin. On s'est dit dès le départ, si on va voir un banquier ou si on va voir la BPI ou ce genre de choses, alors qu'on n'a pas d'activité, ça va être très dur de trouver des financements. Dès le départ, la création de Fybot, on a dit qu'il y aurait 2 activités. Une qui est e-commerce, qui allait vendre des produits toujours dans le domaine de la robotique, parce que ça c'est vraiment le fil conducteur de la société pour les particuliers. Et en parallèle de cette activité, on a commencé à mettre en place la partie R&D, commencer à travailler sur des projets jusqu'au projet d'aujourd'hui. Être autonome financièrement, une nécessité pour les 2 entrepreneurs. Si au début ils ont pu compter sur une aide de 30 000 € versée par la BPI, ce n'est qu'au bout de 3 ans d'existence qu'ils ont pu bénéficier de soutiens supplémentaires, notamment d'un prêt à taux zéro de 300 000 €. Si mécaniquement on lui interdit d'aller plus d'une position en arrière, on se fait arrêter. Plus les aides sont nombreuses, plus les contrôles financiers sont importants. Alors pour garder du temps et une certaine indépendance, Fybot a commencé à se financer grâce à la Love Money. Les proches, la famille ou l'entourage deviennent les investisseurs. Avec 7 actionnaires, la société a pu dégager les fonds nécessaires à son projet. Les entrepôts logistiques peuvent être très grands, jusqu'à 60 000 m². Il faut un robot qui ait de l'intelligence et qui ne repasse pas plein de fois au même endroit. Et donc toute cette gestion de trajectoire est vraiment une partie où il y a énormément de recherche et développement à faire. Donc pour nous, c'est un budget à peu près de l'ordre d'1 million € de frais de développement. On est en attente de fabrication du nouveau prototype et on espère être prêt pour une commercialisation vers la fin du premier trimestre prochain. Le robot final devrait être commercialisé autour des 40 000 € et déjà de grandes entreprises comme Carrefour ou Coca-Cola se montrent intéressées. Aujourd'hui, la valorisation de la société est de 600 000 €. Elle devrait, selon ses fondateurs, se situer entre 10 et 20 millions d'euros d'ici 5 ans. Notre Zoom de la semaine est consacré au métier de boucher. C'est un métier d'artisanat qui recrute environ 4000 personnes par an. Une profession qui ne connaît pas le chômage, mais qui pourtant peine à employer. Nous avons rencontré Philippe Lehugeur, boucher à Chevreuse, pour en savoir un peu plus sur son métier. Un sujet réalisé par Patrick Jacques de Dixmude. Avec le saucisson. Je voudrais 2 escalopes de dinde, s'il vous plaît. Fines. Comme Philippe, ils sont 70 000 en France à travailler en boucherie, en supermarché ou en laboratoire industriel. Le savoir-faire des artisans bouchers est très demandé. Pourtant, chaque année, il manque 450 apprentis rien qu'en région parisienne. Le métier a du mal à séduire.
Le plus compliqué au début, c'est de toucher la matière première. Voilà. Si on aime ce contact, ça va tout seul. Après, on va dire qu'il faut être courageux, c'est par rapport au nombre d'heures. On va dire que malheureusement, l'apprentissage, je crois qu'il y a une moyenne, c'est 6 sur 10 qui arrêtent la boucherie après l'apprentissage, qui sont écœurés dans les heures. La formation, c'est 2 ans d'apprentissage à la base. Et puis après, on rentre dans la vie active directement. On est toujours en laboratoire au début pour préparer que de la viande. Entre l'apprentissage et passer à la vente, il y a quand même 4-5 ans qui se passent. À son entrée sur le marché du travail, un jeune boucher gagne en moyenne 1 750 € net. Les premiers salaires s'échelonnent entre le SMIC et peuvent aller jusqu'à 2 000 €. La journée commence tôt et le travail est physique, mais le métier évolue, comme l'explique Philippe. Il a tenu plusieurs boucheries et travaille dans ce secteur depuis 23 ans. Nos anciens vendaient beaucoup de viande, la travaillaient pas. Que nous, maintenant, par contre, on en vend beaucoup moins, mais par contre, la clientèle est beaucoup plus exigeante. Il faut que tout soit travaillé pour être au petit soin. Les perspectives d'évolution arrivent rapidement. En fin de carrière, un artisan peut toucher jusqu'à 6 000 € net par mois. Créer ou reprendre une affaire, un pari attractif lorsqu'on connaît le chiffre d'affaires moyen par boucherie, environ 370 000 €, dont 10% de résultats nets. Là, vous avez une étuve pour faire cuire, donc on va faire cuire les tripes, on fait cuire le boudin blanc. Pour les jeunes, il vaut mieux qu'ils apprennent plutôt la cuisine. Maintenant, il y aura plus de demandes dans le traiteur qu'en charcuterie. L'engouement actuel pour la gastronomie, les métiers de bouche et le bio participent à remettre au goût du jour ce métier. En 2013, les inscriptions en CAP boucher ont augmenté de 15%. Nous terminons cette émission par l'agenda de la semaine. La Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines met en place des réunions d'information gratuites destinées aux porteurs de projets qui souhaitent reprendre une entreprise. Cela s'appelle les matinées de reprise d'entreprise. La prochaine aura lieu vendredi 12 septembre de 9h30 à 11h30 au 23 avenue de Versailles à Paris. Le mercredi 17 septembre, un rendez-vous création sur le thème de l'auto-entrepreneur est organisé à la maison de l'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines. La rencontre est gratuite. Elle aura lieu à la médiathèque quai François Truffaut. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Phileco. Je vous souhaite une très bonne soirée.